Madame, Monsieur, bonjour. Khalil Gibran, le célèbre écrivain libanais, a dit « Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion ». C'est par cette belle exhortation à aimer et à apprécier les douceurs de la vie de chaque jour que je vous lance cette édition de Sika Info Mag, votre magazine d'information consacré à l'analyse de l'actualité dans le monde entier et en Afrique. Notre débat du jour s'intéresse aujourd'hui au chaos libyen. Depuis la mort du président Muammar al-Kadhafi, la Libye est en chute libre. Livré au groupe terroriste, le pays peine à se relever et à retrouver ses marques, alors que la question que se pose aujourd'hui bon nombre d'observateurs et d'analystes est de savoir si la guerre contre Kadhafi était-elle opportune. En faisant tomber le régime de Muammar al-Kadhafi en 2011, dans la foulée du printemps arabe qui a emporté un certain nombre de dictateurs des pays du Maghreb africain, les Libyens rêvaient d'un Dubaï et d'un avenir meilleur. 4 ans plus tard, ils craignent aujourd'hui le scénario somalien dans un pays plongé dans le chaos et livré aux milices et aux djihadistes. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant, voici le flash d'information. En République démocratique du Congo, le président Kabila renonce à l'aide des Nations Unies dans son offensive contre les rebelles dans l'est du pays. Kinshasa avait dépassé la date limite du 13 février qui lui avait été imposée pour remplacer 2 généraux que l'ONU accuse de s'être rendus coupables de violation des droits de l'homme. Au Nigeria, une femme s'est fait exploser ce dimanche à la gare routière de Damaturu, faisant 7 morts et 32 blessés. Cette nouvelle attaque a été attribuée à Boko Haram. Pendant ce temps, au Niger, plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'être liées à Boko Haram ont été arrêtées près de Zender, dans le sud du pays. Les avions de combat égyptiens ont bombardé ce lundi des positions du groupe État islamiste, quelques heures après la revendication par cette organisation djihadiste de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Pendant ce temps, l'ambassade d'Italie à Tripoli a suspendu ses activités. Retour sur le plateau de Sika Info Mag pour notre débat du jour qui porte sur la situation du chaos en Libye, un pays livré aux groupes armés et aux djihadistes. Nous reviendrons à la discussion, ce sera juste après ce générique qui annonce l'ouverture du débat. Pour débattre du sujet qui nous intéresse sur Sika Info Mag aujourd'hui, j'ai sur ce plateau Joël Yetonji et Emmanuel Crépi qui sont tous deux journalistes à Sika TV. Bonjour à tous. Bonjour. Ma première question s'adresse à vous, Joël Yetonji. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la chute de Muammar al-Kadhafi était-elle une erreur? Une erreur. Il faut chercher un mot plus fort pour apprécier le fait. C'est un scandale sans précédent, la chute de Muammar Kadhafi. Il y avait des voix qui se sont élevées en son temps pour déplorer la situation. On a prétesté qu'on voulait la démocratie au peuple libyen. Et il y avait des Libyens qui croyaient ça. Mais puis il y avait des Africains qui y croyaient. C'est plus qu'une erreur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, malheureusement, il faut vivre certaines expériences pour tirer les conclusions. Aujourd'hui, les faits témoignent à raison que ce n'était pas l'acte qu'il fallait poser. On ne peut pas comprendre qu'on veuille imposer la démocratie et que ce soit les armes. Aujourd'hui, le constat est des plus catastrophiques. Oui, le peuple libyen... Quel aurait été le meilleur acte à poser? Il ne fallait pas chasser Kadhafi. Si on doit chasser Kadhafi, il y avait la méthode. Ce n'est pas en bombardant comme on l'a fait. Que quelqu'un comme Kadhafi, qui était très fort, qui était militairement bien assis, était facile à détrôner? Les raisons qu'on avait avancées pour détrôner Kadhafi, ce n'étaient pas des raisons fondées. Nous le savons. Ce n'est pas possible que Kadhafi, qui a été porté de la façon, c'est vrai que l'homme n'est pas blanc comme neige, mais si Kadhafi devrait partir, cela revenait au peuple. On a aidé le peuple dans cette insurrection, oui, vous le savez. Quand vous parlez du peuple, vous savez comment s'organisent les élections sur le continent africain. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le peuple libyen avait la possibilité de faire partir Kadhafi par les gens? Ça mettra le temps, mais ça devrait arriver. Kadhafi va faire le temps qu'il a fait, il en a suffisamment fait, mais il va partir. Donc, je dis une fois encore que aujourd'hui, les faits témoignent que c'était une erreur monumentale. Oui, on ne pouvait pas comprendre que unanimement, les gens
se soit laissé entraîner comme ça dans la bague. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Libye? Rien que de la ruine. Les gens ne peuvent plus dormir tranquillement chez eux. Que ce sont les successeurs, ceux qui sont venus après, qui n'ont pas su porter la Libye. Non. Ce sont ceux qui ont amené la guerre à Kadhafi, qui ont foutu le bordel en Libye. Pourquoi? Vous voulez parler de qui? En première position, n'ayons pas peur des mots. Regardons-nous en face et disons les choses telles qu'elles sont. En première position, la France avec Sarkozy. Ce n'est pas croyable ce qui s'est passé là. Si c'est vrai que c'est un peuple qu'on veut sauver, si c'est vrai que c'est une nation qu'on veut sauver, mais qu'on mette les garde-fous. Nous savons tous le rôle que Kadhafi jouait dans la lutte contre les terroristes. On le sait. Et si on a des choses à reprocher à Kadhafi, qu'on essaie d'assurer les arrières tout au moins, qu'est-ce qui reste aujourd'hui au peuple libyen? Si ce n'est l'exil, si ce n'est l'immigration, le chaos total un peu partout, c'est un pays irrécupérable. Sinon, 2 États, si ce n'est que ça, on pourrait encore comprendre. Mais morcelés en milices, qui viennent de tout part. Aujourd'hui, si vous entendez des voix s'élever pour dire il faut réagir, aller encore en Libye, simplement parce que les gens ont peur du califat. Et plus proche, ce qui s'est passé tout récemment avec l'Italie. Si l'Italie se décide aujourd'hui à aller au front, ce n'est pas pour le peuple libyen. Et quand est-ce que les Africains vont comprendre ça? Nous allons y revenir, Joël Tondi. Alors, Emmanuel Crépy, on assiste aujourd'hui à un chaos en Libye. Est-ce qu'on peut dire que le départ de Kadhafi a favorisé la naissance de groupes djihadistes, la naissance du groupe État islamiste, par exemple, et la guerre en Syrie, et encore la naissance de groupes comme Boko Haram et des insurrections au Mali? Est-ce qu'on peut le dire? Merci, Joël. Je crois que la chute de Kadhafi a favorisé beaucoup de choses. Si vous permettez, j'aimerais bien revenir d'abord à la première question. La chute de Kadhafi a-t-elle été une erreur? Je dirais la chute de Kadhafi en elle-même ne me meut pas outre mesure. Parce que la chute de Kadhafi n'a été que la suite d'une série de chutes de dictateurs de la région Maghreb qu'on avait dénommé en son temps printemps arabe. Oui, tout à fait. Il y a eu la chute de Ben Ali, la chute de Moubarak et ensuite la chute de Kadhafi. Maintenant, en Libye, ce que j'ai souvent reproché à cette chute de Kadhafi, c'est la manière dont la chose est arrivée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez Tripoli, c'est Tripoli qui présente le tableau le plus sombre de l'après-printemps arabe. Aujourd'hui, la Tunisie a réussi une transition tant bien que mal. C'est sûr, la Tunisie a connu des difficultés, mais s'en est sorti en retournant à l'ordre constitutionnel. L'Égypte, aujourd'hui, tente tant bien que mal de penser c'est ce qu'elle, aussi bien économique que politique, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à reprocher au régime de Al-Sisi. Mais la Libye, aujourd'hui, je crois que les puissances qui ont précipité la chute de Kadhafi doivent pouvoir faire un examen de conscience, si tant est que ces puissances, je veux citer la France, je veux citer le Royaume-Uni, je veux citer les États-Unis, si tant est que ces puissances ont encore une conscience. Aujourd'hui, cette crise en Libye, cet imbroglio, ce chaos est à mettre à leur actif. C'est à mettre à leur actif parce qu'ils ont précipité la chute de Kadhafi sans pour autant avoir un plan de l'après-Kadhafi. C'est à mettre à leur actif parce qu'ils ont précipité la chute de Kadhafi, mais n'ont pas pu rester après Kadhafi pour réunir autour de la table les principales forces en présence en Libye. Pour reconstruire, une Libye. Quel était le plan au départ puisqu'ils étaient partis pour faire chuter Kadhafi, mais quel était le plan au départ? C'est à croire aujourd'hui que ces puissances avaient juste pour objectif de faire chuter Kadhafi. Donc, le reste ne les intéressait pas. À votre avis, il n'y avait pas de plan après Kadhafi? Aujourd'hui, quand vous voyez la situation, est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y avait un plan de reconstruction de la Libye après Kadhafi? Oui, mais que pouvait-on reprocher à ce point à Kadhafi pour entraîner sa chute de telle manière? Mais que pouvait-on reprocher à Ben Ali? Que pouvait-on reprocher à Moubarak? Ils étaient des dictateurs. Ils étaient des dictateurs. Et le peuple, ne l'oublions pas, c'est le peuple libyen qui s'est soulevé en premier. Et Libye, en son temps, Kadhafi avait dit que ce n'était pas le peuple, c'était plutôt des rebelles qui étaient en mission. Bien sûr, mais nous,
On a vu le peuple se soulever depuis Benghazi et c'était le départ de la crise en Libye. Ensuite, on a vu la communauté internationale, je veux citer l'OTAN, qui s'en est mêlée et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Et on dit, qu'est-ce qu'on peut... Je dis d'abord, avant d'écouter votre question, je dis, il ne faut pas que nous mélangeons les choses. La situation en Tunisie, la situation, pour ma part, n'est en aucun cas comparable à la situation en Libye. Ce ne sont pas des révolutions spontanées. Et là, nous avons notre mea culpa aussi à faire. Et je salue au passage les confrères de, je crois, New York Times, qui ont eu le courage de faire leur mea culpa, qui se sont fourvoyés. Tous les médias étaient au pas pour vendre au monde entier une guerre qui n'avait pas sa raison d'être. C'était un autre Irak, la Libye. D'une façon très maladroite. Aujourd'hui, la situation en Russie, un plan sordide pour régler des problèmes de personnes, c'était ça. Il y avait quel problème des intérêts. Vous savez, la Libye a trop tenu tête. Et à un moment donné, ça devient dérangeant. Il faut observer, suivez mon regard, je n'entrerai pas dans les détails. Je dis, on a fait une erreur monumentale. Et c'est bien dommage pour cette Afrique-là. Cette Afrique qui n'a pas compris que son avenir passe d'abord par elle. C'est tout simplement ça, pour avoir cautionné cette erreur-là. Tout le monde en fait aujourd'hui les frais. Plus encore ceux-là qui hier pensaient régler un problème pour penser définitivement le mal libyen, qui au fait pouvait être réglé à l'interne. Qu'on donnait l'occasion simplement aux Libyens de faire exactement comme la Tunisie, de faire exactement comme l'Égypte. On n'allait pas assister à cette situation-là. Donc vous pensez que la population avait été armée par des puissances tout à fait, c'est ça. Par des puissances invisibles. Et on a mis, malheureusement, une fois encore, nous, hommes de médias, comme ça continue de se faire aujourd'hui. On ne sait vraiment quand est-ce que cette presse-là va se mettre au service de la population. On nous a mis devant pour régler des problèmes. Fait croire. Vous voyez des images qu'on diffusait? On diffuse des images qu'on a bien voulu faire diffuser, des images qu'on a bien voulu partager au monde entier pour amener tout le monde à être acquis à cette cause, qui n'en était pas une légitime. Quand j'écoute Joël, aujourd'hui, c'est à croire que Kadhafi était un agneau. Non. C'est à croire que Kadhafi était un agneau parce que l'homme... Je dis, il n'y a pas eu de révolution en Tunisie, en Libye. Qu'on ait le courage de le reconnaître. La révolution a été spontanée. En Libye, ce n'était pas le cas. Et je répète encore une fois, et j'ai au moins pour preuve la déclaration de nos confrères de New York Times, qu'on les a poussés à faire ce qu'ils ont fait là. Et oui, nous avons joué un rôle fondamental en montrant à tout le monde que c'est ainsi que Kadhafi, je dis, ce n'est pas un saint, ce n'est pas un agneau, mais ce qui s'est passé, c'était regrettable. Si on veut faire passer Kadhafi, on veut faire partie Kadhafi. Il y avait la manière. Que faites-vous de l'image de l'homme qui a martyrisé un peuple pendant longtemps? Parce qu'un peuple, vous le savez, un peuple qui est martyrisé pendant longtemps. Il y a eu pire à Kadhafi. C'est vrai que Kadhafi a développé la Libye, mais un peuple, quand vous le poussez dans son dernier retranchement, écoutez, la suite, vous ne maîtrisez pas. Nous avons eu la preuve au Burkina Faso très récemment. Non, on ne peut même pas comparer. Ça, c'est vrai. Quand on pousse à bout, c'est ce que je dis, qu'on laisse le peuple libyen réagir. Mais ce qui s'est passé en Libye, aujourd'hui, nous allons tous écrire l'histoire de la Libye. Et nous devons avoir l'honnêteté de dire à la génération montante ce qui s'est passé. Ce ne serait pas juste de notre part, surtout africain, de continuer à faire croire que ce qui s'est passé, c'est le peuple libyen qui était derrière ça. Nous allons évoluer dans cette discussion très rapidement, Emmanuel Crépy. Alors, quelles sont les portes de sortie que vous voyez pour la Libye? Comment est-ce que la Libye pourra-t-elle sortir aujourd'hui de ce chaos? Je crois que, parlons de portes de sortie aujourd'hui, il y a 3 étapes importantes par lesquelles il faut passer. D'abord, un partage du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'expliquer, en Libye aujourd'hui, il y a la présence de 2 gouvernements. Le gouvernement de Tripoli. Est-ce qu'on peut partager le gouvernement de Tripoli qui n'existe pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque pas de gouvernement. Justement, c'est ce que j'explique. Dans un bordel total. Justement, c'est ce que j'explique. En Libye aujourd'hui, il faut présenter la situation. Il y a 2 gouvernements. Le gouvernement de Tripoli qui est soutenu par une coalition de milices Fajr Libya et un gouvernement, le gouvernement de Tobrouk qui est formé par le Parlement élu en juin 2014 et qui est reconnu par la communauté internationale. Aujourd'hui, l'enjeu est de regrouper ces 2 gouvernements autour d'une table de négociation. Et je crois que c'est ce qui se fait depuis quelques semaines. D'abord, il y a eu la rencontre de Genève avec
le délégué de l'ONU en Libye, Bernardino León, qui est en train de conduire le pourparler entre les deux groupes. Actuellement, en terre libyenne, je crois que les deux groupes sont autour d'une table de négociation, même si ce sont des négociations indirectes. Aujourd'hui, je pense que pour ramener la paix en Libye, il faut passer par 3 étapes. Première étape, partager le pouvoir, former un gouvernement d'unité nationale, réussir à ramener tous ces deux groupes en un seul gouvernement. Deuxième étape, il faut aujourd'hui une bonne répartition de la manne financière du pétrole. Parce qu'il ne faut pas le nier, c'est l'une des sources de ces problèmes aujourd'hui en Libye. Et aussi la démilitarisation, la troisième étape, la démilitarisation de ces milices qui combattent aujourd'hui en Libye. Je crois que voilà des étapes par lesquelles il faut passer aujourd'hui pour sortir. Nous allons revenir donc à ces solutions pour sortir la Libye du chaos. Madame, monsieur, ce sera tout pour le premier quart de ce SICA Infomag. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Vous êtes toujours sur SICA TV et vous suivez actuellement SICA Infomag. Nous ouvrons à présent le deuxième quart consacré exclusivement à l'actualité économique. Voici le journal de l'économie. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information économique sur SICA TV. Bienvenue à toutes et à tous, le sommaire. L'Angola dispose d'une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie les villes de Lobito et Luaou. La filière rizicole en pleine expansion au Togo, une rizière de 340 hectares verra le jour d'ici à 4 ans dans la plaine de Djagblé. Enfin, nous irons à la rencontre des entrepreneurs de Floride. Ils se réjouissent de la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Nous ouvrons ce journal de l'économie par l'Angola. Samedi dernier, une nouvelle ligne de chemin de fer a été inaugurée dans ce pays au terme d'une décennie de travaux. Longue de 1344 km, cette ligne a été réalisée par une compagnie chinoise. Elle relie notamment la ville côtière de Lobito dans l'ouest de l'Angola à celle de Luaou aux portes du Katanga, province de la République démocratique du Congo. Cette ligne de chemin de fer qui sera reliée à l'avenir au chemin de fer Angola-Zambie et Tanzanie-Zambie ravivera les échanges économiques entre ces différents pays. De l'Angola, nous allons nous rendre au Togo. Une vaste rizière de 340 hectares verra le jour d'ici 4 ans dans la plaine de Djagblé, dans la rive gauche du fleuve Zio. Financé à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA par la Banque arabe pour le développement en Afrique, la Banque islamique de développement et l'État togolais, eh bien, ce projet devrait profiter à 17 000 personnes et 8 villages. Mieux, il permettra le désenclavement de la région de Djagblé, son équipement en centre de santé et en adduction d'eau. Précisons qu'au Togo, l'agriculture tient une place essentielle dans l'économie. Elle occupe notamment 65% de la population et contribue à hauteur de 40% au produit intérieur brut. Une autre information en bref, cette fois-ci au Burkina Faso, la société burkinabé des textiles qui est le premier producteur de coton au Burkina Faso, donc, a signé vendredi dernier à Paris avec le groupe bancaire Société Générale et la Société financière internationale une convention pour le financement de la campagne en cours d'un montant de 110 millions d'euros, soit 46 milliards de francs CFA. Ce prêt s'ajoute à un autre financement international d'environ 50 milliards de francs CFA contracté en janvier dernier auprès d'une filiale de la Banque islamique de développement. Pour la campagne 2014-2015, eh bien, 540 000 tonnes de coton-graines sont attendues contre 508 000 tonnes en 2013-2014, soit donc une hausse de 6%.
Hors du continent africain, en Floride, nombreux sont les entrepreneurs qui entendent bien profiter de la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Ceci malgré un embargo toujours en place et les protestations de certains exilés cubains. Propriétaire d'une société d'aviation charter du sud de la Floride, John Fay se frotte les mains. Avec le rapprochement historique amorcé récemment entre les États-Unis et Cuba, il espère ouvrir une liaison avec la Havane. Ça serait super d'y arriver. On aurait une plus grande part du gâteau. C'est la plus grande île des Caraïbes, avec 11 millions d'habitants. Il fait beau, les plages sont belles. À peine 150 km séparent la Floride des côtes cubaines et son économie restée fermée aux Américains pendant presque 50 ans. Et si le tourisme y est toujours interdit, ceux qui voyagent sur l'île pour des raisons religieuses, éducatives ou encore familiales ont tous vu leurs restrictions s'alléger. Les entreprises américaines, elles, lorgnent le secteur privé cubain, aujourd'hui en pleine émergence. La Floride va pouvoir subvenir aux besoins d'une quantité de secteurs de l'économie cubaine, comme la construction de matériaux et d'infrastructures, mais aussi l'agriculture. Mais certains restent prudents. L'entreprise de Jay Brickman vend nourriture et produits agricoles à Cuba, un domaine déjà partiellement exempté de sanctions commerciales. Il affirme qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour développer le commerce avec l'île. Le mot-clé, c'est l'allègement. Il ne faut pas oublier que l'embargo est toujours en place. À court terme, il n'y aura pas trop de changements. Mais petit à petit, les gens vont comprendre comment chaque pays fonctionne et il y aura une augmentation des échanges commerciaux. Une augmentation du commerce que tout le monde ne voit pas d'un bon œil, particulièrement au sein de la communauté cubaine implantée aux États-Unis. Par principe, je ne veux pas faire des affaires avec Cuba, car ils ont montré qu'ils n'ont aucun respect pour les droits de l'homme et qu'ils n'ont pas l'intention de mettre en place un régime démocratique. Malgré des discussions historiques entre Cuba et les États-Unis à la Havane, le fossé entre les deux pays reste profond. Mais avec une normalisation qui paraît aujourd'hui n'être plus qu'une question de temps, les entreprises américaines se préparent à prendre leur envol. Direction maintenant la Turquie à la découverte des distributeurs d'or que l'on croise un peu partout dans ce pays. Dans ce pays, donc, l'or accompagne tous les grands événements de la vie, à tel point que les Turcs possèdent d'énormes réserves d'or chez eux, un trésor qu'États et acteurs économiques du secteur tentent de faire sortir des bas de laine pour donner du souffle à l'économie turque. Un distributeur de billets pas tout à fait comme les autres. Cette machine ne donne pas que de l'argent, mais aussi de l'or, des pièces que l'on offre en Turquie pour les mariages ou les naissances. Une tradition ancrée dans l'histoire depuis des siècles qui s'est modernisée. Aujourd'hui, plus besoin d'aller au grand bazar. Il suffit d'une carte bancaire pour acheter son or. Nous avons le choix entre 1 gramme et 1,5 grammes. 300 de ces machines ont été installées à travers le pays. C'est unique au monde et ce n'est pas tout. Depuis 2007, cette banque a créé les comptes bancaires en or ainsi que des chèques or. Et ça marche. En 2007, il n'y avait que 2 tonnes d'or sur les comptes d'or en Turquie et c'était la plupart du temps de l'or des clients VIP. Mais aujourd'hui, il y a 200 tonnes d'or sur les comptes dans le secteur bancaire turc. 200 tonnes d'or, une infime partie du trésor caché chez les Turcs sous forme de bijoux ou de pièces. On estime le bas de laine turc à plus de 3500 tonnes d'or, une aubaine pour l'État turc. Depuis 2011, il permet aux banques commerciales d'acheter et de vendre de l'or dans un seul but, intégrer cette richesse au système bancaire et donc à l'ensemble de l'économie. En 2013, on estime que le recyclage, la production et la consommation d'or ont généré l'équivalent de 3,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'économie turque, ce qui est un chiffre incroyablement important. Près de 5% des richesses du pays. L'État ne s'est donc pas arrêté là.
La Turquie est une zone franche sur le marché de l'or grâce à des conditions fiscales très avantageuses. Dans cette raffinerie d'or d'Istanbul, les affaires marchent. L'an dernier, le chiffre d'affaires a augmenté de 85%. Sur le marché local, quand vous vendez de l'or recyclé, bien sûr que vous payez une TVA, mais si vous vendez de l'or neuf, il n'y a pas de TVA à l'import et à l'export. La Turquie va devenir un marché important. Avec de telles conditions, la Turquie a l'ambition de concurrencer Dubaï et devenir le nouvel Eldorado du secteur. Le journal de l'économie se poursuit sur Sika TV et voici notre invité du jour. Madame Soleat Dourokpendou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou au Bénin. Oui. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du marché boursier, plus précisément de l'ordre de bourse. Qu'est-ce que ça dit d'abord? Un ordre de bourse résume les conditions auxquelles un investisseur désire acheter ou vendre sur le marché boursier. Et quels sont les types d'ordres de bourse dont nous disposons? Il existe plusieurs types d'ordres de bourse, mais je vais m'attarder sur les formes qui sont le plus utilisées généralement. Et donc, nous avons les ordres à court limité. Et quand on parle d'ordre à court limité, c'est que l'investisseur, supposons qu'il décide d'acheter, il fixe un prix maximum auquel il désire acheter et un prix minimum auquel il désire acheter. Et lorsqu'il désire de vendre également, il fixe un prix maximum auquel il désire de vendre et un prix minimum auquel il désire de vendre. Et je donne un exemple terre à terre. Par exemple, supposons le prix du maïs est à 100 francs et se grimper. Donc, il dit, vous m'achetez à 100 francs. Il passe l'ordre au courtier, évidemment. Vous m'achetez à 100 francs et vous m'achetez au plus à 150. Et c'est pareil pour la vente. Et le courtier n'a pas le droit de dépasser 150? Tout à fait, il n'a pas le droit. Il est un gestionnaire de fonds, mais il agit selon les ordres que l'investisseur lui donne. Et nous avons aussi les... En dehors de l'ordre à court limité? Oui, en dehors de l'ordre à court limité, nous avons les ordres au prix du marché. Et c'est pour dire l'investisseur a analysé le marché et il a observé que le prix qui est affiché sur le marché lui convient. Et donc, il passe l'ordre au courtier, achetez ou vendez-moi à ce prix-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle ordre au prix du marché. À part ça? À part ça, nous avons les ordres à plage de déclenchement. Et là, c'est surtout pour les investisseurs qui décident de liquider un grand nombre d'actions ou d'acheter un grand nombre d'actions. Et pourquoi cela? Je suppose l'action est à 100 francs et l'action continue de grimper. Il dit achetez-moi à partir de 100 francs jusqu'à 150. Et donc à 100 francs, 101 francs, 102 francs, 103 francs, ainsi de suite, on lui achète ou on vend. Alors Madame Soleat Dourokpendou, comment est-ce qu'on passe en ordre? Pour passer en ordre, tout d'abord, la première étape, c'est d'ouvrir un compte chez un courtier qui va gérer vos fonds. Et la seconde étape est, en fonction des caractéristiques que je viens de donner tout à l'heure, de spécifier exactement le type d'ordre que vous voulez passer. Autrement dit, il risque d'acheter ou de vendre des actions pour vous. Est-ce que ce type d'ordre se définit à l'ouverture du compte? Non, pas à l'ouverture du compte, mais selon que vous avez décidé aujourd'hui, par exemple, je fais du trading, je suis sur le marché boursier et donc vous discutez avec votre courtier, vous passez des ordres, ça peut être en ligne ou vous pouvez le faire verbalement, ensuite le confirmer par écrit. Mais le fait est que si vous décidez aujourd'hui d'être sur le marché boursier, vous devez pouvoir spécifier à votre courtier ce que vous voulez, le type d'ordre que vous voulez. Merci beaucoup, Madame Soleat Dourokpendou. Vous restez avec nous pour analyser quelques tendances du jour. Oui. Et c'est juste après ceci. Alors, Madame Soleat, quelles sont les places boursières que vous avez choisi d'interpréter aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Johannesburg. FTSE-JSE, l'indice de la place boursière de Johannesburg, 52 990,14 et une variation de plus 0,04%. Et cette performance positive là, est soutenue par la performance positive aussi de Trustco Group Holding, qui est une entreprise qui opère dans le secteur de l'assurance, et Woolworths Holding, plus 1,86% et qui opère dans le secteur des biens de consommation. Quelques places en Europe aussi? Tout à fait. Et les bourses européennes aujourd'hui ont ouvert en baisse et cela s'explique par le fait que le ministre allemand des Finances est un peu sceptique par rapport à l'issue de la réunion entre Athènes et les créanciers grecs.
il n'est pas sûr qu'ils puissent obtenir un délai, qu'ils puissent prolonger le délai par rapport à l'aide apportée à la Grèce. Et donc nous avons remarqué au niveau du Belvin ce matin, 3568 avec une variation de moins 0,21%. Oui. Et au niveau de l'Angleterre, FTSE 100, 6869 avec une variation de moins 0,07. Et au niveau du DAX 30, 10 944 avec une variation de moins 0,18. Donc c'est le constat aujourd'hui à l'ouverture des bourses européennes. Alors pour conclure cette émission, Madame Soleat. Bon, pour conclure cette émission, je dirais aux investisseurs d'être un peu plus à l'écoute par rapport à l'issue de cette réunion-là entre Athènes et ses créanciers afin de pouvoir se positionner sur le marché. Parce que ça peut grimper. Ça peut grimper, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Soleat. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS. C'est basé à Cotonou, au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. Merci de rester fidèle à Sika TV. Vous êtes sur Sika Infomag, la troisième partie de ce magazine consacré au décryptage des faits marquants dans le monde entier et sur le continent africain. Nous poursuivons avec le débat du jour qui porte sur le chaos libyen depuis la chute et la mort du président Muammar al-Kadhafi. C'était le 20 octobre 2011. Nous y reviendrons, ce sera juste après ce flash. En République démocratique du Congo, le président Kabila renonce à l'aide des Nations Unies dans son offensive contre les rebelles dans l'est du pays. Kinshasa avait dépassé la date limite du 13 février qui lui avait été imposée pour remplacer 2 généraux que l'ONU accuse de s'être rendus coupables de violation des droits de l'homme. Au Nigeria, une femme s'est fait exploser ce dimanche à la gare routière de Damaturu, faisant 7 morts et 32 blessés. Cette nouvelle attaque a été attribuée à Boko Haram. Pendant ce temps, au Niger, plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'être liées à Boko Haram ont été arrêtées près de Zender, dans le sud du pays. En Libye, les avions de combat égyptiens ont bombardé ce lundi des positions du groupe État islamiste, quelques heures après la revendication par cette organisation djihadiste de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Pendant ce temps, l'ambassade d'Italie à Tripoli a suspendu ses activités. Le décryptage se poursuit avec Joël Yetonji et Emmanuel Crépy, journaliste à Sika TV. Mais avant de relancer la discussion, voici le générique du débat. Nous sommes de retour sur le plateau de Sika Infomag. Aujourd'hui, la Libye est devenue un pays livré à lui-même et aux fantômes. Après la chute de Kadhafi, tous ceux qui avaient milité pour la chute du président libyen ont quitté le navire. Était-ce un scénario prévisible? C'est une question que je pose à vous, Joël Yetonji. Un scénario prévisible, on peut aussi le dire quand on voit les conditions dans lesquelles les interventions ont été faites. Je dis, au-delà de ce qui nous a été présenté pour justifier cette intervention, on sent que personne ne s'est soucié de ce qu'adviendra après la chute de Kadhafi. Et ne pas s'y pencher sérieusement ne peut que nous amener à assister à ce à quoi nous assistons. Malheureusement, lorsque c'est arrivé, c'est devenu un passoire ouvert à tout. Et c'est en ce moment que le groupe LEI a commencé par faire entendre de lui plus que jamais. Aujourd'hui, il a fallu que la situation aille de mal en pire pour que les gens se disent il faut que nous revoyons notre copie et qu'on fasse quelque chose parallèlement sur le terrain pour pouvoir calmer les ardeurs. Et on en est aujourd'hui à parler en termes de négociation. Encore que là-dessus, je n'y crois pas trop. C'est-à-dire à une porte de sortie trop tôt, je ne vois pas. Oui, pourquoi? Parce que vous voyez non, c'est la porte de sortie idéale, mais il y a un préalable. C'est-à-dire motiver les deux parties à aller autour d'une seule et même table de négociation. Mais je dis il y a un préalable à ça. Parce que cette crise a exacerbé d'autres tensions, d'autres conflits internes et externes. Au niveau des pays du Golfe, les premiers assauts que la Tripoli a essuyés après la chute de Kadhafi, on a mis du temps pour savoir d'où ça venait. Aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas suffisamment ou on fait semblant de ne pas évoquer, c'est qu'on a le Qatar d'un côté qui semble appuyer, pour ne pas être affirmatif. Qui semble appuyer les rebelles, vous voulez dire? Bon, en tout cas, les islamistes, c'est un peu ce qu'on voit. Et de l'autre côté, on a l'Égypte et les Émirats qui soutiennent l'autre camp. Et quand ça se passe comme ça, et que ces pays n'arrivent pas à s'asseoir
et à se dire la vérité. Voyez-vous, ça risque de devenir un conflit régional. Alors, En donc, soudit, à votre on avis, sera, il la faut- communauté internationale a lavé en amont définitivement ce problème. Oui. Tant Donc, qu'on vous ne va pas pensez que tirer ce ça n'est au pas- clair, Le problème n'est pas sur le terrain, mais le problème est ailleurs. le problème est ailleurs. Il faut que C'est ceux qui sont d'ailleurs qu'on derrière attise. se retrouvent entre eux pour régler le problème. d'abord. Voyez-vous très bien, quand vous observez, on a oublié le peuple libyen. Le peuple libyen est laissé à son triste sort. Ce qui se passe, le quotidien du peuple libyen, plutôt, on ne relève pas suffisamment cela. Le calvaire qui est devenu maintenant la vie au quotidien pour le peuple libyen, on n'en parle pas. On a C'est l'impression pourquoi les gens sont oubliés. qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a même plus de population en Libye, Tout et à qu'il n'y a fait. que des miliciens. Vous parlez tout à l'heure de Somalie, je ne sais pas si c'est à raison que vous le dites. La situation est malheureusement analogue. C'est ce qui s'y passe. Et la communauté internationale, partagée entre plusieurs situations aujourd'hui, a, comme si on dirait, les mains liées, mais pas fondamentalement, il manque cette volonté politique. Voyez-vous, la France était au devant de ce combat. Aujourd'hui, les socialistes au pouvoir apprécient la situation autrement. Les relations entre ces pays du Golfe ne sont pas les mêmes. Si hier, Qatar était en première position, en pole position dans les relations avec, je veux dire clairement, Sarkozy, aujourd'hui avec le socialiste au pouvoir, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut Alors- que ces puissances, ces dites puissances regardent, mais malheureusement, c'est une question d'intérêt. Voilà. Comme l'a dit l'autre, Voilà. Tiken Jack C'est Fakoli. c'est sûr, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses qui intéressent les grosses puissances. Alors, Emmanuel Crépé, enfin, les pays arabes se décident à participer à la lutte contre le groupe État islamiste. On a assisté depuis ce lundi aux frappes de l'Égypte en Libye. Alors, est-ce une réaction tardive, selon vous? Une réaction tardive, oui, on peut le dire, mais aussi on ne se lève pas seul, on ne décide pas du jour au lendemain d'aller combattre des terroristes. Parce que actuellement, c'est un processus qui est en train de se mettre en place et ça prend beaucoup de temps. On peut condamner le temps que cela prend pour se mettre en place. Mais il a Maintenant, fallu que l'État, que les miliciens, justement, que ces djihadistes tuent des Égyptiens pour que l'Égypte réagisse. Venons-en à l'intervention de l'Égypte. Oui. Vous venez de le dire, il a fallu que la branche de l'État islamique en Libye assassine 21 coptes, chrétiens coptes, pour que l'Égypte se mette enfin, dans la danse. Dans la danse, à frapper. Mais on saurait dire aujourd'hui que l'Égypte n'a pas de tout temps été intéressée par la situation en Libye. La preuve, c'est que lors de sa dernière visite en France, le général Al-Sisi l'a encore évoqué. La Libye aujourd'hui est une fournaise. La Libye est une préoccupation continentale, même mondiale. Est un territoire incontrôlé. La Libye aujourd'hui est une bombe à retardement. Et la situation en Libye aujourd'hui, la situation en Libye aujourd'hui me fait penser à une situation en Syrie, parce que c'est un peu à peu près les mêmes choses. Oui, parce mais que, en Syrie, on a un Bachar el-Assad qui est toujours là. Mais aujourd'hui, la Syrie, c'est devenu comme un no man's land. C'est comme la Lune. On ne sait même pas ce qui s'y passe. C'est ce que je disais. La Libye aujourd'hui, c'est un pays déchiré, deux camps qui s'affrontent, qui fragilise le pays. Il n'y a pas un État central, il n'y a pas de gouvernement central. Et l'État islamique, les terroristes, profitent aujourd'hui pour étendre leur domination, pour conforter leur avancée, pour renforcer leur présence en Libye aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui est un danger pour la sous-région parce que, ne l'oublions pas, récemment, on a arrêté des islamistes de Boko Haram dans la région du sud libyen où est enraciné les combattants de l'État islamique, la branche de l'État islamique en Libye. Aujourd'hui, il est en train de se mettre en place un front djihadiste entre Boko Haram et la branche libyenne de l'État islamique. Imaginez un peu vous voyez cela donc le danger comme que un grand constitue danger pour le la monde entier. Libye, la Libye pour les pays voisins, africains, notamment l'Égypte, le Tchad, le Niger, l'Algérie et tous ceux qui l'entourent. Je ne voudrais pas dire toute la sous-région. Aujourd'hui, il est de l'intérêt de tous que la situation en Libye, on y trouve une solution. C'est déjà heureux qu'il n'ait pas opté pour une solution, une intervention armée
en Libye parce que ça aurait été du suicide. Ça aurait été du suicide parce qu'aujourd'hui, dans tout cet imbroglio, on n'aurait pas réussi de toute façon si on avait opté pour une solution militaire. Des frappes chirurgicales, comme on le dit. Alors, nous allons évoluer dans ces discussions. Joël Yetonji, en son temps, rares étaient les chefs d'État africains à avoir réagi face à l'attaque de la Libye, alors que Kadhafi était connu pour sa grande générosité envers les pays africains. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce silence qui, comme nous avions connu en 2011 et qui aujourd'hui continue par durer? Très peu de pays africains s'intéressent à ce qui se passe en Libye. Bon, cela ne doit pas surprendre parce que qui a pris le devant dans cette attaque, cette guerre ouverte contre la Libye? Il s'agit de la France. Et ces pays dont vous parlez et qui ont gardé le silence, ce sont des pays qui ne réfléchissaient, qui ne respiraient, qui n'avaient Dieu dans leurs actions que par la France. Tout passait par là. La France, l'Afrique, même si Kadhafi quand même a réalisé dans beaucoup de pays africains ce que Kadhafi, par le biais ce que de Kadhafi la a fait et ce que Kadhafi peut faire face à la force de nuisance de la France, la mère patrie, c'était pas égalable. C'était pas comparable. Donc vous trouvez et face que à cette normal, menace, c'était pas normal. C'était pas normal. Mais quand vous avez des chefs qui ne sont que chefs en réalité que de nom, qui ne savent pas dire non quand il faut dire non, qui ne sont pas sûrs de leur suivi, que par leur propre gestion. Vous assimilez les présidents africains à des épouvantails. En tout cas, je ne le dirai pas. D'autres l'ont dit avant moi, mais je pense qu'ils sont bien semblables à des épouvantails. Parce qu'un chef qui a de l'autorité, qui se suffit, qui peut vraiment agir par lui-même, ne se comporte pas de la sorte. Au-delà, sinon loin des caméras, ils peuvent confesser qu'ils n'ont pas approuvé ce qui se passe là. Il leur a manqué plutôt du courage pour pouvoir extérioriser ce qu'ils pensent. Et ce courage a manqué simplement parce qu'ils n'ont pas fondamentalement d'autorité. Et la décision venait de quelque part où tous sont encore redevables. Et jusqu'à présent, c'est ça. Vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. On peut décider de dégommer un chef du jour au lendemain. Et ça arrive. Et on sait comment ça se prépare. Et face à cette menace, les gens préfèrent garder le silence. Encore qu'on a d'autres moyens. Quand un chef veut agir, s'il ne peut pas prendre le devant par lui-même, on sait comment ça peut se faire. Donc, au-delà de tout, ils ne sont pas excusables. C'est condamnable simplement ce silence. Ce silence qui continue malheureusement. Et je dis, parce qu'on a péché hier, il y a d'autres faits qui sont venus aggraver la situation. Boko Haram donne aujourd'hui l'insomnie à telle enseigne qu'aller parler, on n'a pas fini de régler son front. Et là encore, il y a une grande interrogation. On ne comprend pas que Boko Haram, dont on dit tout ce qu'on dit là, peut menacer tout un État, peut menacer plusieurs États, peut menacer tout un continent. Oui, et que personne ne réagisse. Et tient bon, au-delà de tout, quand on observe ça, Boko Haram tient bon. Et frappe à plusieurs endroits au même moment. Oui, et on dirait que quelque part, il y a des gens qui activent tout ceci. Vous avez parlé tout à l'heure de comment faire, et que on salue l'intervention un peu non militaire, pour ainsi dire. Mais l'Égypte, en intervenant aujourd'hui, ce matin, a dit avoir détruit un certain nombre de munitions. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens ont des renseignements. Et dans ces combats, je dis, c'est ce qui manque aussi. On ne donne pas le renseignement qu'il faut. Est-ce que les gens veulent vraiment aider les pays africains? C'est une interrogation. Les Africains se donnent les moyens d'aller au-devant des choses. Emmanuel Crépy, l'héritage de Kadhafi aujourd'hui en ruine, le pays abandonné, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'aucun pays africain ne réagisse? Permettez-moi déjà de revenir sur la question. On ne peut pas dire aujourd'hui que les chefs d'État africains ne se sont pas prononcés sur l'intervention de l'OTAN en Libye. Ils les avaient mis en garde. Ils les avaient mis en garde contre les réactions n'étaient pas l'intervention armée en Libye. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux chefs d'État, c'est de n'avoir pas eu... C'est ce qu'on leur reproche toujours. Ils n'ont pas cette capacité-là de parler d'une seule voix. Ils n'ont pas cette capacité-là de se mettre ensemble, de s'unir, de former un même corps pour aller contre la communauté internationale. Aujourd'hui, sur le pan africain, l'Afrique aussi a des choses à se reprocher par rapport à la chute de Kadhafi, par rapport à l'après-Kadhafi. Si l'Afrique, entre-temps, avait eu une force d'intervention crédible, puissante,
capable d'intervenir en Libye pour ramener la paix en son temps, l'OTAN n'aurait pas eu l'opportunité d'intervenir depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils ont décidé de mettre en place une force d'intervention africaine, regard de la générosité typiquement africaine. Kadhafi. Juste là, rien n'a été fait. Oui, mais est-ce que vous pensez que les Africains auraient pu le faire au regard de la générosité de Kadhafi, qui était très présent dans tous les sommets africains? Est-ce que quelqu'un pouvait oser sur le continent africain aller contre Kadhafi? Je crois qu'aujourd'hui, les Africains ont la capacité de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Reste à trouver les meilleures stratégies, reste à partir sur de bonnes bases, les meilleures bases, reste à laisser tomber cette tendance à la lassitude qui caractérise les chefs d'État africains qui ont des visions, qui ont des rêves, mais qui ne savent pas mettre ces rêves à exécution. L'Afrique en souffre. L'Afrique continuera d'en souffrir jusqu'à quand? C'est la question. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ce sera donc votre mot de fin. Emmanuel Crépy, vous avez quelque chose à ajouter avant de boucler cette édition de Sika Infomag? Je dirais tout simplement que les négociations en cours en Libye sont pour moi les négociations de la dernière chance, et l'ONU qui a innové la chose n'a pas droit à l'échec, parce qu'aujourd'hui, la chute, l'échec des négociations en Libye est synonyme de l'instauration, du renforcement de la présence de l'État islamique en Afrique. Or, l'Afrique est le pan fragile quand on prend le globe. L'Afrique est tellement fragile que le continent où l'État islamique, en s'investissant, pourrait trouver beaucoup plus de force pour lutter contre le monde entier. La preuve, c'est que Boko Haram, le petit Boko Haram, jusque-là, on n'arrive pas déjà à trouver la solution. Très rapidement, Joël Yetonji, votre mot de fin. Que les Africains essaient de prendre leur destin en main et soient vraiment conséquents envers eux-mêmes, travaillent d'arrache-pied et aient vraiment l'amour pour ce continent qui a tout pour se développer. Et cesse d'être des lèche-culs de ces pays occidentaux qui ne rêvent que de leur intérêt. Parce que ce qui se passe en Libye, les gens ont intérêt que ça continue comme ça, pour se mettre plein la poche. Et que la Libye se relève demain, cela dépendra d'abord du peuple libyen, cela dépendra de l'UA, cela dépendra de chaque Africain et cela dépendra des hommes de médias du continent. C'est important. Merci Joël Yetonji, merci Emmanuel Crépy, madame, monsieur. Nous avons de notre part, de notre côté, participé donc à ce débat sur le chaos libyen. Nous n'avons pas la prétention donc de dire que nous avons apporté toutes les réponses à vos interrogations, mais c'est un exercice auquel nous nous livrons tous les jours sur Sika Infomag. Sika Infomag de ce jour, c'est clôturé. Nous allons partir, mais avant, voici, suivez ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. C'était Sika Infomag, votre rendez-vous du décryptage et de l'analyse de l'actualité sur Sika TV. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro.